Comment on explique que 5700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2020 selon une enquête très officielle pour le coup du ministère de la Santé, c'était en septembre. Comment c'est possible dans ce contexte-là de pandémie? Il y avait une logique commerciale. C'est un lit qui est vide, c'est un lit qui coûte, qui rapporte pas. C'est comme ça que arrivaient les brancards. Hein. On avait inventé un slogan fou qui est des directeurs d'hôpitaux avaient inventé ce slogan: il faut passer de l'hôpital de stock à l'hôpital de flux. C'est ce qu'on a fait pour les masques. Pas de stock du flux. Pour les médicaments, pas de stock du flux. Une logique purement commerciale. Bon, ben on a appliqué ça à l'hôpital, on a appliqué ça au lit, on a appliqué ça au personnel. Hein, on a inventé maintenant les lits de réanimation éphémères. Bon, ben, le personnel, il n'est pas éphémère pour la réanimation. Alors cette logique-là, au nom d'un tournant ambulatoire qui est réel, c'est-à-dire la chirurgie ambulatoire, est un progrès, et ça fonctionne. Hein, simplement, on l'a appliqué à tout l'hôpital, alors qu'on avait l'épidémie de maladies chroniques liée au vieillissement de la population, hein, qui faisait que, bon, on avait au contraire besoin de réorganisation, mais de comprendre, y compris quand on fait des urgences, ben, il faut avoir des lits vides. C'est comme si vous disiez, on convoque les pompiers quand il y a le feu. Ah non, les urgences nécessitent des lits vides. Chaque année, depuis des années, on a 10% des lits fermés en réanimation, faute de personnel. Depuis des années. Alors, moi, je me rappelle d'une année où un grand brûlé, et on a trouvé une place qu'en Belgique. Bon, notre système, il était en très mauvais état. Rappelez-vous, 2019, l'automne, donc avant l'épidémie de Covid, arrive une épidémie habituelle, pas plus grave que les autres années, de bronchiolite. Et qu'est-ce qui se passe? On est obligé, pour au moins 30 nourrissons, de les envoyer en ambulance mûre à plus de 200 km de Paris parce qu'il n'y a pas de place dans les réanimations de l'Île-de-France. C'est une alerte maximum, il n'y a pas d'autre alternative que la réanimation à l'hôpital public, et pour les pédiatres, en pédiatrie. Est-ce qu'on a tenu compte? On a dit alerte? Non, on a été dans le mur. Vous êtes très critique de la gestion du gouvernement, notamment... Des gouvernements, parce que ça fait au moins 15 ans. Mais je parle de la pandémie, là, notamment la gestion du gouvernement et le fameux conseil de défense autour du président de la République. Comment on aurait pu faire autrement? Comment on pourrait faire aujourd'hui autrement? Ça, premièrement, c'est d'ailleurs étonnant qu'un président de la République nomme un conseil de défense. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Un conseil de défense, c'est en gros, on dit on est en guerre, ouais. Et donc on veut un conseil à huis clos secret. On cache quelque chose à qui? À l'ennemi. C'est qui l'ennemi en l'occurrence? C'est le virus. Là, on voulait cacher quelque chose au virus. Bon, en gros, au contraire, si on veut que la partie de la population participe, parce que la pandémie, ça se gère par la confiance. Il faut dire, voilà de ce qu'on débat. Il y a, disait le conseil scientifique à un moment donné, pour au moment du deuxième confinement, il y a 4 positions. Il y a les avantages et inconvénients de chacune des positions. Nous en débattons. Quel est l'avis des opposants? Quel est l'avis dans le pays? Ça, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Ce qui s'est passé, typiquement au deuxième confinement, le conseil scientifique dit il y a 4 propositions. Nos positions, nous en tant que conseil scientifique, c'est la 2 ou la 3. Que décide le gouvernement, et en l'occurrence le président de la République? On ne publie pas ça. Il choisit, on le publiera plus tard, il choisit la première solution, ne se justifie pas, dit pourquoi il rejette les autres, on ne sait pas s'il y a eu débat, et on envoie M. Castex dire finalement les périodes de quarantaine passeront de 2 semaines à 1 semaine, et papy et mamie, soyez prudents. Et on attendra le 14 octobre, un mois plus tard, pour avoir le premier couvre-feu. Donc on avait on a perdu 1 mois sans débat. On attend l'oracle. Qu'est-ce qu'ils vont sortir du Conseil de défense? Alors qu'on devrait avoir le débat avant dans la société. Vous nous avez, André Grimaldi, pas mal étonné ces derniers jours. Vous êtes, je l'ai dit, un grand défenseur de l'hôpital public et même considéré comme un lanceur d'alerte sur la question de l'hôpital public et ce que vous racontez là, vous le dites depuis très longtemps, sur la logique d'austérité finalement à l'hôpital public. D'austérité et en même temps d'entreprise commerciale. Ce qui fait qu'il y a à la fois de la pénurie et de la gabegie, d'une utilité. Voilà, donc situation qu'on constate aujourd'hui pleinement dans cette pandémie de Covid. Et puis pourtant, vous nous avez étonné, vous, le défenseur de l'hôpital public, avec une tribune que vous avez publiée hier dans le journal du dimanche. Elle est titrée « Les non-vaccinés doivent-ils assumer aussi leur libre choix de ne pas être réanimés ?» Vous y écrivez « Il serait bon de conseiller systématiquement à toute personne adulte refusant de se faire vacciner
de rédiger des directives anticipées pour dire si elle souhaite ou non être réanimée en cas de forme grave de Covid. Alors cette tribune, elle a choqué. Moi le premier, je vais être franc avec vous. Certains ont dit sur les réseaux sociaux qu'elle était indigne, j'ai pu lire ça. Jean-François Corti, ancien directeur des opérations de Médecins du Monde, vous a répondu sur Twitter, il a dit « Il n'y a pas de bons ou de mauvais malades. Culpabiliser les malades du Covid n'est pas la solution. Le tri, il est lié aux insuffisances chroniques de l'État. » Vous parliez de confiance tout à l'heure. Est-ce que c'est instaurer la confiance de dire finalement aux 5 millions de vaccinés, de non-vaccinés français qui sont éligibles, en gros, qui méritent bien de mourir s'ils meurent? Attendez, vous interprétez cette tribune. Alors, vous vouliez dire quoi? La tribune, elle commence par dire une chose qui est rappelée de serment d'Hippocrate. Nous soignons tout le monde, quelles que soient les idées politiques, les croyances, les représentations, les comportements de santé, fumeur ou pas fumeur, alcoolique ou pas alcoolique, vacciné ou pas vacciné. Nous soignons tout le monde. Okay. Et je rappelle le serment d'Hippocrate. Donc ça, c'est pas la question. La question est, aujourd'hui, il y a un tri qui est fait dont personne ne parle. Aujourd'hui, il y a un tri. Racontez-nous, dites-nous. C'est-à-dire que actuellement, les réanimations sont probablement saturées, dans certaines régions sont saturées complètement, ce qui fait qu'on a déprogrammé, des gens ne sont pas opérés, qui devraient l'être, des gens ont des chimiothérapies reportées, arrivent des accidents vasculaires, on cherche un lit, à 2 heures, à 3 heures. Or, la durée est un problème essentiel dans les accidents vasculaires. Parce que les réanimations sont occupées par des patients Covid, dont 80-86% à Marseille, 75% en Île-de-France, sont non vaccinés. Donc on a un vrai problème. Alors oui, bien sûr, il faudrait plus de lits, plus de professionnels formés. Mais la réponse aussi, c'est « et si les gens se vaccinaient ?» En quoi se vacciner est un problème éthique? En quoi c'est un scandale? En quoi c'est une liberté? La liberté de chacun, vous ne voulez pas vous vacciner. Enfin, votre liberté, elle doit s'arrêter là où commence celle des autres. Aujourd'hui, les parias, ce n'est pas les non-vaccinés. Les parias, c'est ceux qui ne pourront pas bénéficier des soins. Hein, à qui un chirurgien me disait de mon hôpital, ça fait 2 fois qu'on téléphone pour dire votre intervention est reportée. La secrétaire qui doit le faire dit moi je le fais plus, madame. C'est vous, la chirurgienne, qui allez téléphoner à la malade. Est-ce que j'ai une perte de risque, de chance, monsieur, madame? Et des heures comme ça. Alors, au nom de ma liberté, parce que je comprends bien qu'il y a des gens qui sont mal informés, qu'il y a des gens qui sont loin du système de soins. Oui, c'est ça, ce que mais il y a des gens qui revendiquent que c'est leur liberté. Il y a des pays où personne ne revendique ça. Alors, et il y a des gens qui trouvent qu'on doit défendre ça. Alors, évidemment, ils seront soignés. Hein, le soin, il est fait en fonction des besoins des patients et en fonction des moyens dont on dispose. Ceci dit, je leur pose la question, la contradiction. Vous, au nom de votre liberté, vous ne voulez pas être vacciné, mais vous voulez bien aller en réanimation. Il y a une contradiction. Et vous comprenez que ça choque pour autant Ça choque, c'est fait pour choquer, c'est fait pour débattre. C'était fait pour ça, c'est une provocation. On ne discute pas parce que, encore une fois, on ne discute pas de ne pas soigner les non-vaccinés, on discute du tri. Pour le moment, ce n'est pas les non-vaccinés qui sont triés. Ce sont les patients, vaccinés ou non, qui font d'autres accidents, qui ont besoin de la réanimation et qu'on a arrêtés. Donc c'est un petit problème quand même. Je veux dire, le problème éthique, je le retourne, c'est la santé, c'est un bien commun qui a été abîmé par les gouvernements. Mais c'est un bien commun que tout le monde doit défendre, on l'a en partage, c'est la santé gratuite, qu'on a en partage, ça concerne les professionnels, c'est pour ça que les professionnels, ils ont eu l'obligation vaccinale, pour pas transmettre éventuellement le Covid à des patients. Et les citoyens, eux, c'est des consommateurs. Ils vont à l'hôpital comme on va dans une grande surface. Ils prennent ou ils prennent pas. Ouais. Ils se vaccinent ou ils se vaccinent pas. Est-ce que c'est pas ces 5 millions de Français éligibles qui sont pas vaccinés aujourd'hui? Est-ce que, vous l'avez dit, ils sont pas tous des gens qui sont philosophiquement contre le vaccin aussi? À Mediapart, depuis notre création en 2008, on ne commande ni ne commente de sondage. Cette phrase est au cœur de notre contrat de lecture. Car nous considérons qu'en matière de journalisme politique, la relation au sondage en dit long sur son approche du métier, en termes de fiabilité, d'honnêteté et d'audace. On ne s'est jamais satisfait du refus des instituts de communiquer leur fameuse clé de redressement, rectifiant leurs résultats bruts. Comme on ne se résout pas à ce que l'on résume à l'affirmative ce que penseraient les Français à partir d'un échantillon de 1000 sondés. Ou pire, quand à partir de sous-échantillons de 100 à 300 personnes, on va décréter l'état de la pensée de tel ou tel électorat particulier. Désormais, la quasi-totalité des sondages publiés ne sont plus réalisés par téléphone.
Et les réponses sont recueillies soit par des questionnaires auto-administrés sur Internet, soit en échange de rémunération, plus ou moins directe et garantie. On ne se satisfait pas davantage de l'invisibilisation des marges d'erreur et le refus de publier des fourchettes de résultats qui ne fait que conforter un journalisme de petits chevaux, au gré d'évolutions de 0,5 en 0,5 points qui ne veulent rien dire, à propos d'une matière, la politique, qui pourtant veut tout dire car elle change la vie des gens. Il ne s'agit pas de rejeter l'exercice en bloc, il nous arrive de nous appuyer sur de vastes enquêtes que l'on juge solides ou sur des sondages sortis des urnes. Il ne s'agit pas non plus de nier les effets des sondages sur la vie politique réelle, mais nous ne nous satisfaisons pas de l'opacité qui règne aujourd'hui sur la pratique, une opacité dont sont souvent responsables les médias qui commandent les dites enquêtes. À Mediapart, nous on préfère miser sur le reportage. On identifie en amont des terrains privilégiés où on raconte la relation entre les hommes et femmes politiques et les citoyens. Dans la rue, dans les marchés, dans les porte-à-porte. On préfère s'appuyer pour cela sur la sociologie qui explique plutôt que sur les sondages qui excuseraient la paresse journalistique. Et donc, pendant ce temps, aux manettes du pays, il y a les démocrates et Joe Biden. Joe Biden, 78 ans, l'ancien vice-président de Barack Obama. Il est président aujourd'hui. Il a la majorité dans les deux chambres du Parlement, ce qui théoriquement devrait lui laisser des marges de manœuvre. Après son élection, Biden a présenté un énorme plan de relance, présenté comme historique. Infrastructure, climat, social, mesures fiscales censées être plus justes. Il s'appelle Build Back Better, BBB, on l'appelle. Biden, je l'ai dit, il a la majorité dans les deux chambres du Parlement. Il voulait le faire, sa majorité était pour. Pourtant, un an après, c'est encore au point mort. Pourquoi ? Alors déjà, on peut peut-être commencer par dire ce qu'il a réussi à faire, avant de passer... Donc il a donc réussi des choses, parce qu'on a tendance à dire... Il n'a pas réussi, il n'a quasiment rien fait. C'est la lecture qu'on peut avoir de l'extérieur. C'est faux, et c'est très injuste, et ça ne permet pas justement ensuite d'avoir une critique véritable de ce qu'il n'a pas fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vacciné plus de 70% des Américains. Et vu l'état sanitaire absolument catastrophique de ce pays, c'est... Et le déni de Trump auparavant. Voilà. Il a réussi quand même à faire passer un plan de financement, donc l'American Rescue Plan et le plan sur les infrastructures, pour un montant de près de 3 trilliards de dollars, ce qui est sans précédent, qui est supérieur à ce qui avait été fait par Obama au moment de la grande récession. Donc c'est absolument considérable. Le plan sur les infrastructures, c'est-à-dire que l'État fédéral donne de l'argent aux États et aux collectivités locales pour refaire les routes, les trains, les gares, les aéroports, qui sont dans un état de délabrement que connaît quiconque a été aux États-Unis. Et ça a été voté de façon bipartisane. Et son plan d'aide financière aux Américains, en donnant un chèque concret avec des allocations familiales pour les enfants, etc., a permis tout simplement de sauver des millions d'Américains de la pauvreté. Par ailleurs, il a rejoint les accords de Paris. Il a réintroduit une forme de sérénité et de décence dans les rapports politiques. Ensuite, il y a un problème, c'est que Joe Biden a été élu, vous l'avez dit, un homme de plus de 78 ans, comme étant l'incarnation de l'expérience et de la compétence, c'est-à-dire l'antithèse de son prédécesseur. Son prédécesseur est arrivé dans un monde général relativement calme. Le seul chaos venait de lui-même, de son incompétence, des crises perpétuelles qu'il créait, et tous les matins, les Américains se demandaient ce qui se passait. Avec Biden, dont on a choisi un vieil homme, peut-être le plus expérimenté des hommes politiques à disposition à ce moment-là, on espérait que l'expertise et la compétence amènent une restauration du fonctionnement démocratique. Et ça a été une année absolument chaotique du début à la fin, fait de conflits, de tensions, de crises. Et d'une certaine façon, on a tenu rigueur à Biden d'être dans une espèce de posture un peu irénique, consistant à dire on va trouver un accord avec John Manchin. Voilà. Le gouvernement de Kaboul va tenir, bien sûr, j'en suis certain. L'épidémie est derrière nous. Il disait ça avant Omicron. On va y arriver. Joe et moi, nous parlons. Et derrière cette espèce d'incantation à la réconciliation, on se rend compte que le chaos a été permanent et on finit finalement par lui tenir rigueur davantage de ce dont il n'est pas responsable en fin de mandat, c'est-à-dire l'épidémie absolument calamiteuse qui ravage le pays et l'inflation, sans forcément lui rendre crédit de ce qu'il a réussi, à commencer par une situation économique qui est par ailleurs bonne. Et pour revenir à Build Back Better, là pour le coup, c'était la partie la plus ambitieuse de son programme, c'est-à-dire essayer de faire entrer les États-Unis dans la modernité. Les États-Unis sont le seul pays parmi le Nord global ou les pays de l'OCDE
VIE, selon ce que vous voulez dire, qui n'a pas de congé parental, qui n'a pas de congé maladie, qui n'a pas d'allocation familiale ni de système santé universel. Et Joe Biden a compris que pour rétablir la démocratie, il fallait un État fédéral qui fonctionne et donner le sentiment aux Américains que l'État était là non pas pour leur prendre, non pas pour les déposséder, mais pour les aider à vivre mieux. Et donc il s'est engagé sur deux chantiers absolument fondamentaux que sont le changement climatique et l'adaptation des États-Unis et à ce qui est le chaos climatique dont il a été le témoin toute l'année ainsi que ses compatriotes, et une politique sociale pour inscrire dans la loi pour toujours des mesures sociales telles que le remboursement des soins dentaires, de vision et d'audition pour les personnes âgées, un congé parental pour les femmes qui accouchent, etc. Et il se trouve que sa prétention à être un grand négociateur, un sénateur devant l'éternel, s'est heurté à la réalité d'un sénateur du nom de Joe Manchin, dont vous allez reparler, qui a rendu tout cela impossible. Et donc toute l'expertise et toute l'expérience de ce vieux monsieur Biden, finalement, n'a pas davantage sécurisé les Américains que le chaos, l'incohérence et l'incompétence absolue de son prédécesseur. C'est ça la grande chose frustrante et un peu tragique de son mandat. Poser la question sur la gauche américaine parce qu'on le reproche de ci de là des erreurs tactiques dans la gestion dans l'année qui a précédé. On leur reproche de pas. C'est vrai qu'il y avait un mouvement social sous Trump extrêmement vibrillonnant, vivant, et que là on sent que l'ensemble du mouvement social hésite un petit peu sur l'attitude à adopter. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement en termes, voilà, je parlais de la pression tout à l'heure. Est-ce que là-dessus sur la question technique, on leur reproche un certain nombre d'erreurs. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, forcément? Alors, on leur a reproché essentiellement d'aller trop loin, d'être trop intransigeant dans les négociations, en particulier sur le cas de Build Back Better. En réalité, rétrospectivement, ils ont eu à peu près raison sur tout. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont dit on ne peut pas séparer les deux grandes lois, celle sur les infrastructures et celle sur les réformes sociales et environnementales, parce que sinon, les républicains et les républicains light comme Joe Manchin voteront l'un et pas l'autre. Il se trouve qu'ils ont eu raison puisqu'on a voté les infrastructures et pas la partie sociale. Par ailleurs, tous ceux qui ont cédé sur leurs ambitions, les seuls qui depuis près d'un an ont accepté de renoncer à ce qu'ils souhaitaient, ce sont les progressistes. Je vous parlais du salaire minimum, je vous parlais de l'université privée, de l'école primaire universelle pour les enfants. Tout cela, ils l'ont abandonné au nom, disait Joe Biden, du fait qu'il faut bien que la loi passe et que même un petit progrès est déjà un progrès. Ensuite, vous parlez des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, ils existent toujours. C'est compliqué avec le Covid, mais les femmes qui luttent pour leur droit à l'avortement sont toujours très mobilisés. La défense des sans-papiers, en particulier dans les centres de détention où le Covid fait des ravages, ils sont toujours aussi mobilisés. Il se trouve que les derniers jugements sur la question de la brutalité policière ont plutôt été justes, puisqu'ils ont condamné les deux meurtriers, les deux policiers Kim Potter et les quatre de Géorgie. Donc il n'y a pas eu de réaction de colère immédiate. Mais certainement, les militants de l'environnement et les militants du droit des minorités sont toujours là. Pour l'instant, Biden est de bonne volonté, mais il est certain que les représentants progressistes de la Chambre qui parlent au nom des mouvements sociaux ne cesseront pas de parler fort et de parler haut. Toute dernière question, élection de mi-mandat prévue le 8 novembre 2022, un tiers du Sénat, la totalité de la Chambre des représentants renouvelée. Est-ce que les chambres vont basculer dans la main des républicains finalement, arrêtant l'élan de ce début de présidence Biden ? Il est vraisemblable qu'au moins une des chambres revienne aux Républicains. Les taux de popularité de Joe Biden sont assez faibles. On lui reproche l'inflation et on lui reproche de ne pas avoir réussi à sortir le pays du Covid. Et par ailleurs, j'y reviens sans vouloir être trop excessif sur ces questions, le redessinage, si ça existe, le redessin, voilà, le charcutage de la carte électorale qui a lieu dans un certain nombre d'États favorise les républicains qui, semble-t-il, pourront gagner ainsi, en plus des restrictions du droit de vote, un certain nombre de sièges. Et puis la loi générale de la vie politique américaine, et comme midterms, on perd. C'est arrivé les fois précédentes. Donc vraisemblablement l'âge d'or
lors de la présidence Biden se terminera, d'où l'importance absolument fondamentale de réussir à faire passer Build Back Better. C'est mal parti, mais c'est mal parti, vous pensez? Oui, c'est assez mal parti. On envisage le fait de découper la loi en deux, une partie environnement, une partie sociale, en retirant une partie du social pour complaire à Joe Manchin. C'est le verre à moitié vide qui ne satisfera sans doute personne, mais si au moins les démocrates arrivaient aux midterms en disant, regardez, 3 trilliards, on aide les familles et vous avez désormais une sécurité sociale, vous avez désormais un congé parental et un congé maladie, ça va vous changer la vie. C'est-à-dire si on arrive à convaincre, voire à tordre le bras de Joe Manchin sur des choses fondamentales, on peut reconstruire la confiance dans les élus et, ce faisant, refaire un peu la démocratie. Célia Mebroukine de la rédaction d'Alert Libre, salut. Salut Mathieu. Tu as été cette semaine en Seine-Saint-Denis et tu t'es rendu compte que ce nouveau protocole sanitaire, eh bien, il révèle à nouveau des dysfonctionnements très profonds. Oui, exactement. Dans le 93, la communauté éducative commence à se mobiliser, d'abord pour dénoncer un protocole qu'elle considère comme inapplicable, mais aussi et surtout pour demander plus de moyens. Avec Bérénice Gabriel, on s'est rendu mardi matin devant le collège Auguste Delaune à Bobigny, où les professeurs et les parents d'élèves organisaient un piquet pour empêcher l'accès au collège. Aux abords de la grille, Marin, professeur d'anglais, informe les mères d'élèves présentes sur le nouveau protocole sanitaire. Le nouveau protocole, ça pose des gros soucis au niveau des tests parce que ça met la responsabilité sur vous les parents. C'est à vous de tester vos enfants maintenant, à J+2, à J+4. Si on a toute une classe à tester, ça fait combien? Ça fait 50 tests à aller chercher à la pharmacie pour toute la classe. Est-ce que les pharmacies vont avoir les tests? Vous allez devoir signer une déclaration sur l'honneur pour un test négatif. On est dans une situation un peu déplorable là. Le professeur d'anglais, qui n'est pas syndiqué, déplore la méthode utilisée par le ministre de l'Éducation nationale. Annoncer un protocole sanitaire la veille de la rentrée sur un journal payant pour des administrés, on est quand même 800 000 professeurs, hein, donc c'est un espèce de doigt d'honneur métaphorique à 800 000 professeurs, leur dire écoutez, débrouillez-vous pour trouver le protocole sanitaire. Sur le fond du protocole aussi, Marin a des réserves. Qui va faire le contact tracing si c'est les parents qui font les tests? Comment les informations vont remonter? Il parle aussi de recrutement, de vacataires, de contractuels pour vous remplacer. Ça devrait être une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle. En revanche, quand on a des difficultés à trouver un professeur depuis les vacances de la Toussaint, j'imagine mal des vacataires recrutés à la va-vite comme ça. Qui va-t-on recruter? Est-ce que ce sera des gens qualifiés? Et c'est un petit peu de l'amateurisme presque. On se dit, mais où est-ce qu'ils vont chercher ces idées? C'est quoi la solution alors face à cette vague Omicron? Est-ce qu'il faut fermer les classes? Est-ce qu'il faut les laisser ouvertes? La solution, c'est d'organiser les cours en présentiel, mais dans de bonnes conditions. Les demi-groupes avaient bien fonctionné l'année dernière. Les masques FFP2 pour les professeurs. Le ministre revient juste après et dit bon, c'est dur de faire cours avec un FFP2. Moi je le fais depuis le début de cette année scolaire. Je les achète sur mes deniers personnels. Je pense que c'est une vaste fumisterie cette affaire de FFP2 pour le coup. Mais ce qui concentre la discussion ce matin-là, c'est le non-remplacement des professeurs qui dure depuis bien avant le nouveau protocole. On a un problème de non-remplacement d'une professeure depuis les vacances de la Toussaint qui est en congé maternité. On a une CPE qu'on a dû remplacer nous-mêmes. On n'a pas trouvé de remplaçant, on a dû aller chercher une amie d'un professeur de musique pour la remplacer. Malheureusement, cette personne, elle n'a pas le concours de CPE. C'est un sujet qui mobilise les mères d'élèves. Je me suis permise de contacter l'inspection pour demander où sont les professeurs. Elle a été honnête, elle m'a dit nous contactons le ministère depuis la rentrée. Nous n'avons pas de réponse. Il n'y a pas de professeur. Elle m'a dit on n'a pas de baguette magique, il n'y a pas de professeur. Après elle m'a dit est-ce que c'est crise sanitaire ou autre, on ne sait pas, mais il n'y a pas de professeur. On n'arrive pas à recruter de profs parce que c'est devenu un métier précaire, quoi. C'est devenu un métier où on est payé à coups de lance-pierre, où on est traité, je me permets, comme de la merde, et du coup, on n'a pas de remplaçant parce que personne ne veut le faire. Les 2 mois d'anglais pour ma fille, on ne les aura jamais. Les 2 mois, peut-être 3, 4, 5. C'est pas grave. Génération sacrifiée, en fait. Nos enfants sont des générations de sacrifiés. Mais ce qui les exaspère le plus, c'est la différence de traitement qu'elles ressentent entre leurs enfants et les autres. On n'est pas les déchets de l'Île-de-France. On n'est pas les... Voilà. On a des enfants comme les autres, pareil. Et ils ont besoin d'éducation comme l'ensemble des enfants en France. Non, les moyens, ces enfants-là, on en a besoin plus tard pour des caissiers, pour des livreurs de Uber. Voilà, donc ces générations-là, on en a besoin pour ça.
L'action se termine alors que le jour se lève. C'est une réussite pour Marin. Aucun cours n'aura lieu aujourd'hui au collège. Et sur la grille, les revendications des professeurs et des parents restent accrochées pour l'action du lendemain. Qu'est-ce qui vous ferait ouvrir les portes de ce collège ? Masque FFP2 pour tous les professeurs, vraie politique de test, vraie politique de traçage, aération de l'air. On n'a pas des revendications si compliquées à mettre en place en fait. Nous, on veut juste travailler dans des bonnes conditions pendant cette crise sanitaire. On sait que les écoles doivent rester ouvertes au maximum et on est d'accord avec ça. C'est juste qu'on veut le faire dans de bonnes conditions. Et le collège de l'Aune n'est pas le seul à se mobiliser. Depuis mardi, d'autres établissements ont rejoint le mouvement de protestation. Ce matin, une assemblée générale rassemblait des représentants des 4 collèges publics de Bobigny. Ouais, lundi, quand on a vu que de l'Aune était bloqué, de suite on a dit nous qu'est-ce qu'on fait, et le mouvement est reparti, c'est trop bien. Il y a une vingtaine de profs grévistes sur 40 profs, donc on est à peu près 50%, sans compter tous les absents Covid, parce qu'on a aussi une dizaine d'absents Covid, donc nous le collège là il est vide, il y a une dizaine de profs. Les scolaires est totalement en grève, les surveillants et les CPE. À l'intérieur de la salle mise à disposition par la mairie, les prises de parole portent surtout sur le manque d'effectifs. La plastique n'est pas pourvue, en tout cas la collègue n'a pas été remplacée depuis la rentrée. Une infirmière qui est partie à la retraite l'année dernière et donc qui n'a pas été remplacée. On demande aussi le remplacement de l'assistante sociale parce que depuis le début du Covid, on fonctionne sans. Un collègue de technologie qui est en arrêt longue maladie suite au Covid et qui n'est toujours pas remplacé depuis la rentrée. Pour moi, le remplacement d'enseignants, en fait, c'est une légende urbaine, ça n'existe pas. Ce manque de moyens humains a un impact concret sur la vie éducative. Depuis la rentrée, on n'a pas fait d'action de prévention parce qu'on n'a pas le temps. Il y a des élèves qui ont fait un concours d'affiches contre les violences faites aux femmes. Pendant un mois, elles l'ont fait et elles l'ont fait toutes seules en me voyant courir moi dans le hall d'un bureau à un autre parce que j'ai pas le temps d'être avec elles, parce que les collègues profs sont débordés aussi, parce que les AED soit sont absents, soit sont pas disponibles sur le moment. Donc c'est une catastrophe en vie scolaire, ce qu'on peut proposer en fait. Et à Bobigny, il n'y a pas que les effectifs qui sont dégradés, les locaux aussi. Dès qu'il pleut, et forcément c'est souvent, du coup on a des belles poubelles dans le hall. Donc on a des inondations partout, dans les salles de classe, dans les couloirs, dans le hall d'entrée. Il y a des infiltrations aussi dans les murs, ce qui fait qu'on ne peut pas brancher par exemple des machines, la machine à café parce que sinon c'est pareil, c'est l'électricité qui saute. Notre collège est censé être reconstruit. Sauf que moi, ça fait 7 ans que je suis à Pierre-Sémar. L'horizon, c'était 2018. On est en 2022 maintenant. Et il n'y a toujours rien qui a été... Enfin, la construction n'a pas commencé. Le nouveau protocole sanitaire a en fait eu un effet catalyseur sur la contestation et la colère au sein de la communauté éducative dans le 93. Et après cette assemblée générale, une journée de mobilisation a été décidée le 11 janvier devant la direction départementale de l'éducation nationale à Bobigny. Merci Célia. Ce qui me frappe comme d'habitude, c'est cette incompréhension entre deux univers qui ne se parlent pas. Des gens qui sont sur le terrain et puis un ministre pour qui tout va toujours bien, qui est toujours complètement sûr de lui. Je crois que s'il disait écoutez, c'est compliqué, on fait ce qu'on peut, on essaye, on tâtonne, on cherche ensemble des solutions les moins mauvaises possibles. La politique, c'est souvent le choix de la moins mauvaise solution. S'il avait simplement ce discours-là, ça serait un petit peu différent. Mais non, monsieur ne se trompe jamais, tout va bien. Pascal l'a dit, quand il est arrivé au ministère, Jean-Michel Blanquer, il a dit « je ne ferai pas de loi, je serai là pour le bien-être des professeurs, je vais les augmenter ». Enfin, il a fait des belles promesses. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que détricoter ce qui s'est passé. Il a déconstruit tout ce qui s'était passé avant, il a réinstallé. Et du coup, il a été dans la réforme perpétuelle avec les enseignants. Et comme on le sait, c'est compliqué de faire bouger la machine, mais c'est aussi compliqué quand on le fait contre l'avis des enseignants. Et à aucun moment, il a pris l'avis des enseignants pour pouvoir faire bouger les choses. Sur les salaires des enseignants, par exemple, quand il dit ce sera moi qui ferai une modification des salaires, les enseignants vont gagner beaucoup plus après mon passage. Quand on regarde dans les faits, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des enseignants, la moitié des enseignants qui n'ont pas été augmentés sous Jean-Michel Blanquer, et le point d'indice n'a pas été augmenté. On a eu quelques primes pour les débuts de carrière, mais on est toujours en décrochage par rapport à
aux autres pays européens. Et puis, il y a eu ces injonctions perpétuelles, c'est-à-dire que on n'est plus sur les programmes à suivre, mais on est sur des guides d'instruction faits par le ministère. On doit suivre les guides, les bonnes pratiques. C'est comme ça qu'il faut enseigner. Donc ça met à mal la liberté pédagogique et la façon de travailler des enseignants. Et ça devient pesant dans nos écoles parce qu'en attendant, on a toujours des élèves en difficulté, qu'on n'arrive pas à sortir de ces difficultés et on n'est pas aidé par la hiérarchie pour ça. Pascal Bouchard, c'est quoi le souci? Est-ce que idéologiquement, par exemple, vous dites quoi? C'est quelqu'un qui veut privatiser l'école, la libéraliser, la modifier, la transformer? Comment vous qualifieriez ce qui est l'entreprise, enfin ce qui est fait concrètement et les politiques qui sont menées? Et justement, le problème, c'est que c'est très difficile à dire. Quelle est la finalité? Vous dites, il y a beaucoup de communication, en fait. Oui, mais je crois que les enseignants sont fiers d'appartenir à une institution. Et une institution, on l'a décrite négativement comme étant un mammouth. Ben non, une institution, c'est vrai que c'est lourd, mais il faut que ce soit solide, pérenne. Il faut que ça avance, une institution, mais que ça avance comme la résultante de forces un peu contraires. Guylaine représente un syndicat, il y en a d'autres qui peuvent être différents, il y a des parents d'élèves qui peuvent avoir des opinions, il y a des partis politiques qui ont des opinions. C'est la résultante de tout ça qui fait avancer l'école. Et puis, dans tout ça, il y a un ministre qui dit « moi, je veux aller dans telle direction ». Et quand on demande au ministre, là, dans quelle direction il veut aller, il nous tient le discours qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire un discours que tout le monde peut tenir. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'il veut. Mais comme il a court-circuité tous les corps intermédiaires, on n'a plus d'institution. On a les caprices d'un monsieur. Ouais. C'est du moins comme ça là, que c'est ressenti, je pense, par l'enseignant de base. Il n'a plus le sentiment d'appartenir à une institution. Alors là, oui, quelque part, un sujet sur lequel il y a une ligne, c'est sur les batailles personnelles qu'il mène, le refus de l'écriture inclusive, sa vision maximaliste de la laïcité, la critique du wokisme, des islamo-gauchismes, au point qu'il introduira ce week-end, en pleine reprise du Covid, un colloque à la Sorbonne autour de la pensée décoloniale. À tous les deux, est-ce que c'est un idéologue ? Oui. Oui. Pourquoi ? Il a une idéologie il a une idéologie très libérale et il est sur des dogmes et il n'en déroge pas. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'admet pas la contradiction. C'est très compliqué. On l'a vécu tout à l'heure en réunion. C'est-à-dire que dès qu'on le contredit, forcément, il nous sort le discours, les violons. Il faudrait aller dans le sens du ministre pour avoir de l'unité nationale. Il essaye de nous culpabiliser en plus sur la façon dont on pense. Donc, il a vraiment une idéologie qu'il veut faire passer et il n'en déroge pas. Et c'est vrai qu'il a placé partout dans son ministère, dans tous les corps intermédiaires aussi, des personnes qui vont dans sa ligne. Et donc, il n'a pas non plus dans les corps intermédiaires de contestation et tout le monde est aux ordres du ministre. Et c'est ça qui est assez compliqué et qui fait plus que d'habitude, vous voulez dire plus que dans le passé. Certainement plus qu'avec d'autres ministres. Il y a une personnalité aussi chez Jean-Michel Blanquer et l'aspect communication. Ça agace les enseignants. Ouais. Ces sorties télévisuelles où on le voit faire du sport là, et qui font rire un peu tout le monde, mais ça crispe parce qu'il y a un moment, on a des difficultés sur le terrain et on le voit passer dans les télés comme ça.